Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rester fidèles. Bon dimanche à tous. Bienvenue dans votre émission Opinion. Ce dimanche, Opinion a le plaisir et l'immense honneur de recevoir Mary Teuw Niane. Professeur, bonjour. Bonjour Pierre-Édouard Faye. Bonjour à nos téléspectatrices et à nos téléspectateurs. Et je vous remercie de m'avoir invité. Merci à vous également d'avoir répondu favorablement à notre invitation, malgré votre agenda, on le sait, très chargé. Vous êtes ancien ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ancien PCA de Petrosen Holding, professeur titulaire de classe exceptionnelle, ancien recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Plutôt discret avant et durant la période où vous avez été ministre, on vous voit maintenant multiplier les sorties médiatiques et les posts également dans les réseaux sociaux. D'où la question que voici. Qu'est-ce qui fait courir Mary Teuw Niane? Le Sénégal, c'est notre pays. Nous avons cette intime conviction que notre pays peut réussir mieux que beaucoup d'autres pays. Et que nous avons un capital humain très précieux et qu'il faudrait accompagner particulièrement sa jeunesse pour que les défis actuels comme les défis du futur, nous puissions les réussir. Et c'est pourquoi sur ma page Facebook, j'en fais en fait un espace d'échange, un espace d'éducation, de formation, un espace aussi de revivification de nos traditions et de nos cultures. C'est pourquoi aussi nous essayons de mettre sur la table les grandes questions qui touchent le Sénégal, les questions de l'homme, les questions du territoire, les questions de l'économie, les questions de gouvernance et de sécurité, les questions de la diaspora et des relations extérieures. Vous avez été ministre, donc collaborateur privilégié du président de la République, que vous rencontrez au moins une fois par semaine en Conseil des ministres. Est-ce que toutes ces questions-là, vous les abordiez avec le chef de l'État? Il y en a certaines que nous abordions. Par exemple, les questions dont j'avais en charge, qui étaient l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Et évidemment, lors des réunions de Conseil des ministres ou de conseils interministériels dans lesquels nous étions conviés, c'était l'occasion aussi de prendre la parole sur certaines de ces questions. Est-ce que vos sorties récurrentes signifient que vous avez du mal à digérer votre départ du gouvernement? Oh non, non, vous savez, d'abord je n'ai pas plaidé pour entrer dans le gouvernement. Ça a été pour moi ce lundi 29 octobre une grosse surprise quand M. Abdoul Mbaye m'appela pour me dire que le président souhaitait que je sois dans le gouvernement. Et je disais d'ailleurs à mes collaborateurs que le destin divin est là et que la seconde à laquelle ce sera la fin de cette mission de ministre, ce sera la fin et il faut s'y attendre. Et quand j'ai terminé, j'ai retrouvé évidemment mes charges naturelles qui sont les charges que j'ai choisies, les charges d'enseignant-chercheur. Et je m'y sens très bien. Lorsque le président de la République m'a appelé le 6 mai 2020 pour me confier le poste de président du conseil d'administration de Petrosen Holding, j'ai exercé aussi les fonctions. Et lorsque, pour des raisons tout à fait personnelles, des raisons de recherche d'être libre, en tout cas de ce que je faisais, avec dignité et honneur, j'ai rendu ma démission à M. le Président de la République. C'était une soif de liberté. Vous n'avez pas été pendant votre carrière de ministre et de PCA? Non, j'ai toujours été un homme libre, parce que ça vient de ma fonction d'enseignant-chercheur. Vous savez, les enseignants-chercheurs, l'une des choses qu'on apprend à nos étudiants, même s'ils sont en sciences, c'est l'esprit critique. Et c'est pourquoi peut-être avoir même des enseignants-chercheurs dans un gouvernement, ce n'est pas toujours facile à gérer. Parce qu'on a même s'il y a cette solidarité gouvernementale et tout, cet esprit critique, cette liberté d'opinion,
Cette liberté de ton, elle est là. Je l'ai toujours eue, mais je pense qu'il était plus simple, vu la connotation qu'avait dans l'opinion sénégalaise. Quand vous occupez des fonctions ministérielles, des fonctions au niveau de l'État, l'opinion pense que vous devez toujours vous aligner sur les positions politiques de celui qui dirige. Alors que ce n'est pas cela. Et dans beaucoup de pays du monde, ce n'est pas comme cela. On nomme les gens parce qu'ils sont compétents. Voilà, c'est tout. Mais comme c'est dans notre pays, c'est comme cela. Donc j'ai préféré, comme on dit, rendre ma démission, être encore plus libre de m'exprimer. Le mathématicien, lui, il est libre. Dans tous les pays où il y a des dictatures, parmi les premières personnes qu'on met en prison, ce sont les mathématiciens. Parce que ils ont appris à travailler de manière autonome, ils ont appris à dire ce qu'ils pensent, et le champ politique n'étant pas toujours les leurs, évidemment, ils ne font pas attention que peut-être il y a des choses il faut être prudent dans l'espace public et politique. Après votre départ du gouvernement, presque dans la foulée, vous êtes nommé PCA de Petrosen Holding, nous l'avons rappelé tout à l'heure. Poste que vous allez quitter encore, vous allez démissionner. Cette démission, est-ce que ça signifie que vous êtes en rupture de banc avec le chef de l'État et sa formation politique? Je pense que nous avions une position très simple au niveau de notre département à Saint-Louis. Vous savez, nous avons été aux élections locales. Oui. Nous avons eu 10 000 voix dans le département de Saint-Louis, ce qui n'est pas négligeable. Et lors des législatives, nous étions arrivés à la conclusion, moi et ceux qui sont autour de moi, qu'il ne fallait pas soutenir Benno Bokk Yakaar dans le département de Saint-Louis. Et c'est ce que j'ai eu à faire en appelant à voter Yewwi Askan Wi. Et Dieu merci, nous avons gagné. C'est une position que nous avons prise par rapport à l'évolution de notre pays, par rapport à la gestion dans le département de Saint-Louis. Et nous avons aussi toujours tenu, lorsque nous avions une position divergente sur telle ou telle question, à l'exprimer, mais dans le respect des uns et des autres. Parce que nous pensons que l'espace politique doit être un espace de respect et de dignité. Aujourd'hui, nous sommes dans une position, comme je l'ai dit, nous sommes pour le Sénégal. Nous ne nous situons ni dans la majorité, ni dans l'opposition. Et nous pensons que d'ici février 2024, le plus important, c'est de rétablir le vrai débat politique, qui est le débat des idées, le débat autour des questions les plus importantes de notre pays, pour que les uns et les autres expriment leurs propositions, que l'opinion publique sache que proposera, que fera telle ou telle autre personne, et qu'en février 2024, que les choix puissent être transparents et que le meilleur puisse gagner. Nous allons en tout cas contribuer à ce que ce débat-là puisse s'instaurer. Comment? Évidemment, vous y prendre? Je vais mettre en place un mouvement national. Nous avions un mouvement localisé dans le département de Saint-Louis. Cette fois-ci, nous irons vers un mouvement national, aussi bien au niveau du Sénégal qu'au niveau de la diaspora. Et nous allons travailler à établir ce débat autour des grandes questions. Je vous ai dit les questions humaines, les questions qui touchent l'économie, les questions qui touchent les territoires, les questions qui touchent la gouvernance et la sécurité, et les questions qui touchent la diaspora et les relations extérieures. Et amener un débat technique et politique. Parce qu'on est souvent dans un débat politicien, et c'est ça qui amène les dérapages. Il faut revenir au débat sérieux. Vous dites que vous allez régler telle question, comment allez-vous faire pour la régler, avec quels moyens, etc. Et je pense que cela va permettre de fonder la conviction des Sénégalaises et des Sénégalais sur la meilleure personne qui pourra prendre en main la destinée de notre pays. Et le mouvement, il sera de quelle nature? Citoyen ou politique? Il sera citoyen et politique en même temps. Il sera citoyen parce que nous n'avons pas choisi de créer un parti politique. Et pourquoi? Mais
Je pense qu'il y en a déjà trop. Il y en a déjà trop. Oui, mais pour pouvoir accéder aux instances, aux réunions, oui, mais vous savez, il faut être un parti politique oui, mais nous ne sommes régulièrement constitué. Oui, mais nous ne sommes pas dans cette course de vitesse d'aller chercher des fonctions, etc. Nous n'y sommes pas. Sinon, nous serions restés PCA. Vous savez. Donc nous ne sommes vraiment pas dans cette course de vitesse. Nous sommes, parce que nous pensons que nous sommes aujourd'hui dans une période charnière. Vous savez, en juillet prochain et en décembre prochain, ou entre les deux, nous aurons le pétrole et le gaz. C'est un nouveau tournant au niveau de notre pays. Et ce tournant va permettre d'amener un autre rythme de développement, va amener aussi les questions de partage des dividendes que va offrir cette économie nouvelle. Elle va aussi amener comment assurer notre souveraineté à la fois sur ces questions-là, des ressources extractives, du pétrole, du gaz, mais aussi cette question qui est soulevée depuis quelque temps à cause de la cherté du coût de la vie, les questions de souveraineté alimentaire, etc. Comment faire en sorte que notre jeunesse puisse être instruite et compétente, donc que notre jeunesse puisse avoir nos propres valeurs, nos valeurs à nous, et qu'elle puisse se battre et porter le développement de notre pays. C'est des questions qui sont des questions qui concernent tout le monde. Oui, et qui manquent le plus au débat. Exactement. Oui. Elles concernent tout le monde. Et je dis que, vous voyez, les élections du 31 juillet dernier ont amené une conclusion fondamentale. Vous prenez la majorité, vous prenez l'opposition, ils ont à peu près le même nombre de députés. L'opposition a un peu plus de voix que la majorité. Mais les deux réunis n'ont pas autant de voix que ceux qui se sont abstenus d'aller voter et qui avaient leur carte d'électeur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'espace politique constitué par l'opposition et la majorité est minoritaire dans le pays. Et si nous voulons changer le pays, il faut qu'une grande majorité se crée. Parce que ce ne sera pas seulement ceux qui gouvernent qui changeront le pays. On le voit aujourd'hui. Il y a eu une large majorité, Benno Bokk Yakaar. C'est une grande majorité. Mais aujourd'hui, elle ne représente qu'un quart de l'électorat. On ne peut pas faire bouger un pays avec un quart de l'électorat. Oui, mais est-ce que cette situation ne relève pas d'un dégoût de la chose politique qu'ont cette majorité silencieuse? Parce qu'au Sénégal, on a envie, on a en tout cas l'habitude de renvoyer les hommes politiques dos à dos. On dit que les politiciens, je suis entièrement d'accord avec vous, parce que effectivement, si l'électeur n'a pas jugé utile d'aller voter, c'est que le choix qui s'offrait à lui ne lui convenait pas. Donc il a préféré s'abstenir. Donc il y a un problème entre la classe politique telle qu'elle est et la population sénégalaise. Et surtout par rapport à la perception des hommes politiques. Parce que l'homme politique est celui, soi-disant, qui ne respecte pas sa parole, qui promet tout et quand il a le pouvoir, fait autre chose. Il nous faut changer cela. Et pour changer cela, le meilleur moyen, c'est que l'opinion comprenne bien que proposent les hommes politiques par rapport à toutes les questions qui se posent au pays. Vous voyez, on a la question de l'éducation et de la formation, de l'enseignement supérieur. Cette question, demain, quand vous élirez tel, qu'est-ce qu'il va vous proposer? Quelle position va-t-il avoir sur la question fondamentale qui est, est-ce que demain, les langues nationales seront enseignées dès l'arrivée de l'enfant au préscolaire, à l'école primaire, et est-ce qu'en ferons-nous des langues de connaissance, des langues vivantes, des langues de conception, de production et de transmission de connaissances? Est-ce que notre religion, au Sénégal, on est musulman ou on est chrétien? Est-ce que nos religions seront enseignées à l'école? On nous parle de laïcité, mais la laïcité est une exception exceptionnelle. Vous prenez les 27 pays de l'Union européenne, il n'y a
que la France qui a inscrit ça dans sa constitution. Et même en France, elle n'est pas générale, puisque vous avez la Moselle et la Lorraine qui ont le concordat, donc qui ne sont pas touchés par la laïcité. On y enseigne la religion à l'école. Dans tous les autres pays européens, la religion est enseignée à l'école. Pourquoi nous, dont la culture est assise sur la religion, on n'enseigne pas la religion? Quelle est la position des uns et des autres? Troisième chose, notre culture doit être enseignée à l'école. On n'enseigne pas notre culture. Même les chants qu'on enseigne aux enfants, c'est des chants de la culture française qu'on enseigne. Alors que ce soit le Wolof, le Pulaar, le Serer, le Diola, etc., chacun a ses chants. Donc, on a exclu de l'école ce que fait la substance de ce que nous sommes. Est-ce que demain, ceux qui vont être élus sont prêts à ramener cela? Est-ce que la science et la technologie, qui est aujourd'hui le moteur du développement, va être prise en considération avec les résultats que nous voyons au niveau des terminales, puisque l'année dernière, par exemple, nous sommes tombés à 18% de bacheliers scientifiques, de candidats au baccalauréat scientifique, avec moins de 600 élèves en série S1 et S3, qui sont les séries d'élite. C'est trop peu à votre goût? Mais c'est une catastrophe. Oui, absolument. Parce que c'est dans cette série-là qu'on va former les plus grands scientifiques, qu'on va former les plus grands ingénieurs, etc. Et dans des sciences les plus avancées, c'est dans ces séries qu'on va les avoir. Et comment se fait-il qu'on accepte que cela dégringole jusqu'à arriver aujourd'hui où on les compte seulement en quelques centaines? Quelles vont être les positions? Est-ce que la science et la technologie sera aussi un élément de programme? Je donne ces exemples. Mais on peut aller au niveau de l'économie. Au niveau de l'économie, aujourd'hui, comment faire pour que notre agriculture, et quand je dis agriculture, c'est à la fois la production végétale, c'est la production animale, c'est l'élevage, c'est la pêche et l'aquaculture, c'est la transformation agroalimentaire, pour qu'on ne cultive plus dans la majorité du pays durant seulement les 3 mois d'hivernage. Et pour cela, il faut une politique de l'eau. Et il faut une vraie politique de l'eau pour que partout sur le territoire national, que le paysan puisse accéder à l'eau, comme l'a fait le Maroc. Et pourtant, on est mieux pourvu que le Maroc. Et il faut qu'on forme les jeunes, il faut que les engrais soient disponibles, il faut qu'on ait des semences certifiées, il faut qu'on puisse disposer de tous les dispositifs, je dirais, d'irrigation. Et pour cela, on a la chance d'avoir le pétrole et le gaz, donc d'avoir la pétrochimie. Et avec la pétrochimie, tout ce qui est tuyauterie pour qu'on puisse accéder à l'eau, pour qu'on puisse faire du goutte à goutte, tout ce qui est toile pour qu'on puisse faire des serres, il sera possible de le faire si on se hâte, en même temps qu'on commence l'exploitation du pétrole et du gaz, d'installer au moins une usine de pétrochimie. Oui, mais l'exploitation de ces ressources ne va que générer 50 milliards, une cinquantaine de milliards au prochain budget. Oui, mais c'est trop dérisoire. Non, je pense que on démarre très tardivement. C'est une exploitation qui démarre au meilleur des cas pour le pétrole. En tout cas, les projections, c'était en juillet. Ça, c'est au meilleur des cas. Ça peut peut-être se décaler encore plus tard. La deuxième chose, pour le gaz, on parlait du mois de décembre 2023. Donc, c'est très peu d'exploitation durant l'année. Mais je pense que quand l'exploitation va prendre, comme on dit, son rythme de croisière, ce sera quelques centaines de milliards par an que l'économie va engranger. Et ces centaines de milliards par an, là aussi, il est très important que les hommes politiques qui se postulent puissent dire comment ils vont les utiliser. Parce que les prendre en saupoudrant et en gardant un peu pour le futur, ce n'est pas ça qui va changer le Sénégal. Et ça fera que quand il y aura des crises pétrolières, nos revenus vont chuter et l'économie va s'en ressentir. Il faut utiliser le pétrole et le gaz comme un levier
développer les autres secteurs, notamment l'agriculture, comme je vous ai dit. Grâce au pétrole et au gaz, nous pouvons développer l'agriculture, faire en sorte qu'on ait l'eau, d'abord que toutes les populations aient l'eau, faire en sorte que l'énergie soit disponible à bas coût au niveau de tout le pays, parce qu'un village qui a de l'énergie, l'électricité, mais l'entrepreneuriat se développe, l'artisanat va se développer, etc. Faire en sorte aussi, utiliser le pétrole et le gaz pour pouvoir transformer les minerais dont on dispose. Nous avons un gisement de fer qui dort depuis très longtemps sur la Falémé, qui dort là-bas. Mais ce gisement devrait nous permettre, avec le gaz et le pétrole, d'avoir une métallurgie. Vous savez bien que l'industrialisation de l'Europe a démarré par la métallurgie. On devrait pouvoir faire de la métallurgie. Pour ça, il faut former, évidemment. Il faut former et il faut pouvoir développer cette industrie autour de ça. L'or qui s'en va, le zircon, on devrait aussi pouvoir le transformer, en tout cas sur place. De même, on devrait pouvoir proposer à la Guinée, au lieu d'amener son bauxite au niveau des Émirats arabes unis pour qu'il soit raffiné, etc., pour produire de l'aluminium, mais que nous-mêmes, avec le gaz qu'on a, qu'on puisse travailler avec la Guinée en consortium, puisque la Guinée est frontalière au Sénégal, pour qu'on puisse faire le raffinage sur place en Guinée ou sur notre territoire. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont là, mais faudrait-il qu'il y ait cette réflexion, et cette réflexion doit être liée à notre système éducatif, à notre système d'enseignement supérieur, à un système de formation professionnelle. Oui, tout cela, pour exiger de tout cela des hommes politiques, il nous faut une conscience citoyenne nouvelle et une exigence citoyenne beaucoup plus accrue. Est-ce que vous pensez que les citoyens sénégalais comprennent les véritables enjeux? Je pense qu'il y a encore des efforts à faire pour qu'ils les comprennent. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas encore suffisamment comprises. Par exemple, le rôle et la place de la science et de la technologie, et je rajouterai même du numérique dans le développement. Vous savez, avant d'être ministre, je regardais toujours les discours de politique générale des premiers ministres. Et j'allais à la chasse des mots science et technologie. Et quasiment, je ne les trouvais pas. Vous imaginez, dans le monde où on est, dans cette nouvelle révolution de la connaissance, qu'un discours de politique générale se fasse jusqu'au bout, sans qu'on ait cité cela. Et cela veut dire aussi que les Sénégalais ne comprennent pas bien, parce que je crois que s'ils comprenaient, ils aideraient plus les enfants à s'orienter vers les sciences et la technologie. De même, l'État lui-même, ceux qui détiennent le pouvoir, n'ont pas cette prise de conscience-là. Parce que cette dégringolade des années 80, où on était, au début des années 80, on était à 50 et quelques % de bacheliers scientifiques. À maintenant, on devrait tirer toutes les sonnettes d'alarme sur cette question-là. Des efforts sont faits par le gouvernement. Mais il y a des efforts, mais c'est insuffisant. Au niveau de l'éducation nationale, ce qu'on constate, c'est une baisse régulière. Je dis bien, une baisse régulière du pourcentage des candidats aux filières scientifiques. Donc il y a problème. Donc ça veut dire qu'il faut revoir le système de fond en comble. Et parmi cette question de fond en comble, il y a la langue d'enseignement. Le français, et ça nous tous nous le voyons, aujourd'hui le français n'est pas bien parlé. Et on peut penser qu'il n'est pas bien compris. Et les sciences, particulièrement les mathématiques, sont enseignées en français et c'est naturel que les mathématiques s'en ressentent. Faut-il penser à enseigner les mathématiques en langue Il faut démarrer nationale, l'enseignement. L'enfant, quand il arrive à l'école, en CI ou au préscolaire, on lui parle la langue qu'il parle chez lui. Et on lui apprend dans cette langue. Et maintenant, au bout d'une année, 2 années, 3 années, on amène les langues étrangères. Le français, l'anglais. Parce que même l'anglais, il faut l'amener à l'école primaire. Et il faut aussi changer la manière d'enseigner l'anglais au niveau du lycée. Nous tous, on a fait l'anglais pendant 7 ans
au lycée. Mais nous ne parlons pas bien l'anglais. Nous n'écrivons pas bien l'anglais. Nous ne comprenons pas bien l'anglais. Donc il y a problème. Quand vous faites 7 ans d'enseignement d'une langue, vous devez pouvoir la parler et la comprendre. Et ça, c'est un problème. Donc l'autre aspect qui est lié à cela, c'est aussi nous devons développer plutôt l'orientation vers la formation professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, au moins, il y a une chose qui est réglée, c'est que vous ne pouvez pas faire la formation professionnelle depuis le CAP jusqu'au doctorat. Ce qui n'était pas le cas avant. Vous faites le CAP, vous faites le BEP, vous faites le BT, vous faites un BTS, ou vous faites un DUT, ou vous faites un DISEP. Après, vous faites une licence professionnelle, un master professionnel et un doctorat. Donc, vous avez le même cheminement que celui qui a fait la formation générale, qui a fait le CEPE, le BEPC, le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. Mais ça, ce n'est pas vulgarisé au niveau des populations. Les gens pensent que quand votre enfant va dans le professionnel, c'est qu'il n'a pas réussi. Dans beaucoup de pays comme l'Allemagne, comme la Suisse, comme la Corée du Sud, comme le Japon, mais la formation professionnelle est même, je dirais, plus valorisée que la formation générale. Je pense que là aussi, il nous faut changer les choses et c'est le pouvoir politique d'abord, parce qu'il a les moyens de le faire, de communication, d'État, etc. C'est aussi les hommes politiques qui doivent aspirer à un autre Sénégal, qui doivent aussi dire cela. Et je pense que vous avez parfaitement raison, il y a des retards au niveau de la compréhension de ce qui doit faire notre développement. Pourtant, vous avez été ministre de l'Enseignement supérieur quand le gouvernement a initié des concertations sur l'enseignement supérieur sous l'égide du professeur Souleymane Bassirou Diagne. À l'issue de ces rencontres, 18 points, je pense, 78 ont été proposés pour un enseignement supérieur de qualité. Où en étiez-vous au moment où vous partiez de l'application de ces différentes directives? Alors, quand on a fini cette concertation, nous avons mis en place un programme opérationnel. Et c'est ce programme opérationnel que le Conseil présidentiel de l'enseignement supérieur a adopté. Le président a adopté ce qu'on a appelé les 11 mesures le 14 août 2013 et qui étaient des mesures planifiées 2013-2022. Nous avons beaucoup avancé sur ces différentes mesures. Par exemple, l'une des choses, c'était d'abord l'accès à l'enseignement supérieur. C'est à partir de novembre d'ailleurs 2012 que désormais toute personne qui a le bac a le droit, pas seulement peut, mais a le droit d'accéder à l'enseignement supérieur, ce qui n'était pas le cas avant. Le deuxième aspect, c'est la diversification des filières. Et ça a été pris en compte par plusieurs aspects. D'abord, au sein des universités, le développement de filières professionnelles, licence professionnelle, master professionnel, et la création des ISEP, des instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Il en était prévu 14, c'est-à-dire qu'un dans chaque région. Quand j'ai quitté, 5 ont été créés. Diamniadio, Thiès, Richard Toll, Matam et Bignona. Et un autre était en chantier, à savoir Mbacké. Ensuite, il fallait créer de nouvelles universités parce que notre carte universitaire était plus adossée sur l'océan Atlantique, avec Saint-Louis, Thiès, Dakar, Ziguinchor. Il y avait un peu Bambey qui était un tout petit peu à l'intérieur. Donc, c'était d'abord désengorger Dakar en créant la deuxième université de Dakar, mais qui soit une université plutôt ouverte vers les sciences et les technologies. Vu que la première priorité économique du Sénégal, c'était l'agriculture, créer une université exclusivement dédiée à l'agriculture, à savoir l'université du Sine Saloum, El Hadji Ibrahima Niass. Quand je quittais, les 3 sites étaient en place, à savoir Kaffrine, Kaolack et Fatick. Évidemment, il restait les 2 sites, Diourbel et Toubacouta. Ensuite, c'était les centres universitaires régionaux. Il y avait le centre de Géoul, qui était en construction.
et le centre universitaire de Kolda qui était en construction. Ensuite, il y avait la question de la science et de la recherche. Parce que la question de la recherche, c'était permettre aux enseignants-chercheurs d'abord de disposer de documents en ligne. Et nous avions abonné toutes les universités aux bases de données Sciences Directes, Kern Info, pour leur permettre, comme les universités étrangères, d'accéder à cette documentation en ligne. L'autre aspect de la recherche, c'était l'équipement lourd. Nous avions lancé la Cité du Savoir. Quand nous quittions, l'ISEP de Diamniadio était avancé. Le centre de mutualisation de partage était terminé avec la plateforme accueillant le supercalculateur. Le siège de l'UVS était avancé. La maison de la science était au 4e étage. La médiathèque était terminée complètement. Le siège de l'ANAC était aussi au 3e étage. Et nous avions acheté le supercalculateur. Nous avions acheté 2 microscopes électroniques de transmission et de compression. Nous avions acheté aussi l'équipement complet pour un laboratoire de biotechnologie végétale. Malheureusement, ces choses sont là-bas depuis 3 ans, ça n'a pas été utilisé. Nous avions aussi signé pour qu'on ait un réacteur nucléaire de recherche avec l'Agence internationale de l'énergie atomique qui avait donné déjà une première subvention. Ensuite, avec le commissariat à l'énergie atomique français, avec l'Institut national de sciences et technologies françaises, nucléaire français, pour nous permettre d'avoir l'encadrement qu'il fallait pour le réacteur nucléaire de recherche. La même chose avec Maram Kairé, nous avions travaillé pour avoir un centre de fabrication de microsatellites. Et nous avions signé toutes les conventions, Airbus Industrie, le Centre national d'études spatiales, etc. Donc la Cité du Savoir, on l'avait laissé presque. Ensuite, il y avait le volet social. Vous savez, il y a eu un programme très large de développement d'habitat pour les étudiants. Par exemple, pour l'UCAD, nous avions trouvé 5000 lits. Quand nous quittions, on était à 10 800 lits. Et les projets qui sont en train d'être terminés étaient déjà lancés. La même chose dans beaucoup d'universités. Ensuite, il y avait aussi la question de la gouvernance. Parce qu'il y a des textes importants qui ont été pris, en particulier le texte, la loi relative aux universités. Parce que nos universités, le problème, c'était l'alignement sur le monde socio-économique. Et la gouvernance nouvelle est faite pour aligner la gouvernance pour que les universités ne soient pas les universités des acteurs, c'est-à-dire des enseignants, des étudiants et des personnels, mais soient des universités de la société sénégalaise. Et je dirais, enfin, c'est aussi le leadership. Quand vous me touchez là, vous savez. En fait, c'est le leadership. Vous êtes dans votre élément, on voit. Oui, c'est dans le leadership du Sénégal dans l'enseignement supérieur. Le Sénégal avait le leadership dans l'enseignement supérieur. Pratiquement toutes les instances de l'enseignement supérieur, quand nous quittions, étaient dirigées par le Sénégal. Et cela aussi participait au rayonnement extérieur de notre pays. D'accord. Professeur Mary Teuw Niane, l'université Cheikh Anta Diop, classée première université en Afrique francophone, selon le classement eduranking.org. Vous avez envie de dire quoi? Oui, certes, la référence en la matière, c'est Shanghai, mais quand même, ce classement-là, on prend. Oui, on prend. Moi, chaque université, quand elle a un bon résultat, je prends. C'est mon pays, c'est notre université et c'est mon université. Parce que j'ai quand même enseigné presque 10 ans à l'UCAD avant d'aller rejoindre l'université de Saint-Louis. Non, je félicite l'UCAD, je félicite le recteur, les enseignants, les étudiants. Et je dis, ce doit être un défi. Vous savez, moi, je fonctionne comme ça. Nous avons gagné, nous sommes premiers, nous avons retrouvé une place naturelle. En Afrique francophone, mais quand même 28e en Afrique. Oui, c'est sur ça que je viens. Je dis, nous avons gagné parce qu'on a retrouvé notre place naturelle. Maintenant, le défi, c'est de dire, dans les 5 années, dans les 10 années à venir, faisons en sorte d'être dans les 5 premières universités de l'Afrique. Faisons en sorte d'être d'abord dans les 200 premières universités du classement de Shanghai, parce que c'est le classement le plus prestigieux. Absolument, c'est la référence. Exactement. Et ensuite, commençons à regarder dans les 100 premières places du classement de Shanghai. Je dis, c'est ce défi-là maintenant. Et ce défi, il est possible à condition qu'on accomplisse
un certain nombre de choses dans la durée. Parce que le problème du Sénégal, ce n'est pas que l'UCAD, ce n'est pas que l'enseignement supérieur, c'est toute la politique sénégalaise depuis 1960. On n'a jamais été constant dans une ligne politique pendant une dizaine d'années. Or, c'est ça qui amène des résultats. L'UCAD, aujourd'hui, il faut arrêter de remplir l'UCAD d'étudiants. Il faut faire baisser les effectifs pour que l'UCAD puisse tourner autour de 50 000, 60 000 étudiants. Il faut augmenter le personnel enseignant de recherche, le personnel d'accompagnement. C'est vous qui avez fait de l'accès à l'enseignement supérieur un droit. Oui, j'en ai fait un droit parce qu'on n'a pas assez d'étudiants. Ça, c'est un autre paradoxe. On n'a pas assez d'étudiants. Et j'en ai fait aussi un droit en ne surchargeant pas les universités. Si vous vous souvenez, j'avais dit, nous sommes en train de développer la carte universitaire pour qu'on ait la capacité d'accueil dans le public. En attendant, ce qu'on ne peut pas orienter dans le public, on l'oriente dans le privé. Donc, il ne faut pas surcharger. En 2012, l'UCAD avait autour de 100 000 étudiants. En 2019, quand je quittais, l'UCAD, on l'avait ramené à 76 000 étudiants. Donc, on avait pu diminuer 24 000 étudiants. Et ça, on l'avait fait parce qu'on a augmenté le taux de réussite au niveau de l'UCAD et on a diminué la durée de transit au niveau de l'UCAD. Et créer un autre problème avec les UVS. Non. L'UVS, ce n'est pas un problème. Non, l'UVS... Fréquemment, on voit les étudiants, les enseignants monter au créneau. Non, l'UVS est plus stable. Pour dénoncer leurs conditions d'études. Oui, mais l'UVS est beaucoup plus stable que les universités en présentiel. Il y a moins de grèves à l'UVS que dans les universités en présentiel. Je crois qu'il faut vraiment le souligner. C'est très important. Je parlais de l'UCAD. Si vous voulez, je peux revenir sur l'UVS. Donc, il faut... Parce que quand vous diminuez le nombre d'étudiants, vous augmentez le nombre d'enseignants, vous augmentez le taux d'encadrement et vous augmentez aussi le taux de réussite. Et l'enseignant étant moins chargé pédagogiquement, il peut aussi publier davantage. Or, les publications des enseignants contribuent pour beaucoup au classement, que ce soit Edulink que de Shanghai. Et l'autre aspect aussi, c'est la plateforme technique. C'est-à-dire pour les sciences particulièrement, les salles de TP, les laboratoires, les équiper. Il y avait un effort de construction de salles, de laboratoires, il faut les terminer et les équiper. Et l'autre aspect qui pour moi est très important, c'est l'alignement des filières sur les besoins de l'économie. Des efforts ont été faits, il faut encore les poursuivre. L'autre aspect, c'est la visibilité. La visibilité, ce sont les publications des enseignants-chercheurs. C'est aussi pousser davantage, même nos étudiants en fin de master, de publier ce qu'ils ont produit comme mémoire. Et en fait, le site web de l'UCAD, il faut en avoir une version, un miroir en anglais. Parce que ça aussi, ça va aider. Je pense que si on fait, ces efforts sont faisables, au fur et à mesure, on peut améliorer, gagner des places sur les 28 universités qui sont devant l'UCAD. Dernière question maintenant sur l'enseignement avant d'aborder les autres questions d'actualité. Le président Macky Sall a lancé officiellement jeudi les classes préparatoires aux grandes écoles, à l'école polytechnique de Thiès. Ces classes vont, dit-on, permettre de minimiser les risques de déperdition liés aux études à l'étranger et la réduction de la fuite des cerveaux, selon le président de la République. Est-ce que là, c'est un début de solution à la fuite des cerveaux? D'abord, moi, je n'aime pas le mot fuite de cerveau. Je ne l'utilise jamais. Moi, je parle de mobilité de cerveau. Parce que la mobilité de cerveau existe depuis la préhistoire, depuis l'Antiquité. Mais la plupart ne reviennent plus au Sénégal à la fin de leurs études. Les gens, les cerveaux vont là où c'est propice pour leur développement. Donc, si vous voulez retenir des cerveaux, c'est deux choses. C'est le patriotisme, développer le patriotisme. C'est pourquoi je dis il faut dès le préscolaire développer l'enseignement dans les langues nationales, l'enseignement des religions et l'enseignement de notre culture. C'est ça qui développe le patriotisme. La deuxième chose, c'est les conditions de travail des cerveaux. C'est l'équipement, parce qu'aujourd'hui, la mobilité n'est plus un problème avec Internet et tout ce qui peut se faire à distance, mais c'est les équipements et c'est la documentation. Mettre cela à disposition. Le fait de créer des classes préparatoires, c'est une excellente chose.
Parce que dans notre système qui est calqué sur le système français, c'est un maillon qui n'existait pas. Donc, c'est une excellente chose de le faire, mais c'est une chose exigeante. Je le répète, moi-même, j'ai fait les classes préparatoires. C'est une chose exigeante. C'est-à-dire que Amoulkaf a tapalé. J'insiste sur ces mots-là. Il faut le faire avec tout le sérieux requis, avec toutes les compétences requises, notamment au niveau des conditions de travail des élèves, parce qu'ils ne font que travailler. Deuxièmement, au niveau des enseignants dans toutes les disciplines, qui doivent être des enseignants qui ont l'habitude d'enseigner dans ces classes préparatoires et qui ne sont pas nos enseignants que nous avons dans les lycées ou nos enseignants que nous avons dans les universités. C'est une autre catégorie d'enseignants. Et tous les pays, ce qu'ils ont fait au départ, c'est qu'ils ont été faire des contrats avec des enseignants, aussi bien en Tunisie, au Maroc ou en France, qui ont l'habitude de cela, pour enseigner et former maintenant nos enseignants, qu'ils aillent faire le concours d'agrégation, parce que ce sont en général des enseignants agrégés qui ont été formés, et ce sont ces enseignants-là qui peuvent tenir ces classes avec toute la rigueur nécessaire, et il faut soustraire ces classes à tout ce qui peut être perturbation durant l'année scolaire. Oui. Mais êtes-vous en train de nous dire que le Sénégal n'est pas suffisamment prêt pour se lancer dans les écoles préparatoires? Dis pas ça. Je dis les défis. Je dis les défis. Moi, je suis un homme de défis. C'est-à-dire que je dis les défis. Maintenant, en disant mais vous êtes aussi réaliste. Non, en disant les défis, je dis quelles sont les choses qu'il nous faut régler au fur et à mesure. Il nous faut régler la question du calendrier scolaire. En France, les classes préparatoires démarrent le 1er ou le 2 septembre. Il faut qu'ici, les classes préparatoires démarrent au même moment. Un retard, c'est extrêmement difficile de le surmonter. Donc, ceci est très important. L'autre aspect, il ne faut pas se méprendre. La fuite des cerveaux, comme on dit ici, que vous prenez les États-Unis, que vous prenez la Chine, que vous prenez la France, tous les pays aujourd'hui, ou la Malaisie, tous les pays qui veulent se développer sont à la recherche des meilleurs cerveaux du monde. Pas seulement des meilleurs cerveaux de leur pays, c'est les meilleurs cerveaux du monde. Nous, c'est pour cela, quand nous avons réformé le statut des enseignants, nous avons enlevé la contrainte qui était que nous ne recrutions dans le supérieur que des Sénégalais ou des Africains. Aujourd'hui, quand un poste est ouvert dans l'enseignement supérieur, n'importe qui, de n'importe quel pays, peut y postuler. Parce qu'il faut prendre les meilleurs. Et notre pays doit aussi, puisque nous voulons être émergents, nous devons être dans cette posture qui est d'abord, quand vous recherchez les meilleurs cerveaux, évidemment, il est naturel que vous puissiez rapatrier vos meilleurs cerveaux, si c'est possible. Et créer les conditions pour que les meilleurs cerveaux viennent chez vous. C'est la seule condition de retenir, pour les inciter, d'empêcher le déplacement, la mobilité de nos meilleurs cerveaux vers l'étranger. Ce n'est pas de la rhétorique, c'est des actes politiques concrets. Voilà. Professeur Mary Teuw Niane, vous êtes, je le soulignais tout à l'heure, très actif dans les réseaux sociaux. Alors, ces réseaux sociaux préoccupent le président de la République. Régulièrement dans ses sorties, régulièrement en Conseil des ministres, il revient sur la nécessité de réguler les réseaux sociaux. À votre avis, y a-t-il urgence? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il faut d'abord que tout le monde comprenne la nouveauté que représentent les réseaux sociaux. Que tout le monde comprenne aussi que notre société est une société très innovante et qu'elle s'est appropriée très rapidement des réseaux sociaux. Parce qu'au-delà des faits divers qui sont frappants, que nous constatons, il faut constater ce qui se fait, comme on dit, à l'intérieur de la société. Et je pense qu'il est rare aujourd'hui de voir un Sénégalais qui n'est pas membre d'un groupe WhatsApp. Et ces groupes WhatsApp sont devenus même des espaces d'éducation, de formation. Moi, je donne une conférence dans des groupes WhatsApp, en Wolof, en Pulaar ou en français. Et ça, c'est les populations qui se sont appropriées
cet outil et qui se sont appropriés aussi du fait qu'elles ne sont pas alphabétisées. Donc, elles utilisent les audios, les capsules audio ou les capsules vidéo, etc. Donc, il y a à faire des réseaux sociaux, à la fois des espaces d'éducation, de formation, des espaces de commerce, des espaces de service. Tout cela est en train de se développer. Maintenant, il y a le volet communication qui est là. Et sur ce volet-là, je pense qu'il y a à s'inquiéter, qu'il y a effectivement des dérives. Maintenant, là où je pense que le président de la République et les pouvoirs, ceux qui ont le pouvoir, ils doivent être équitables. C'est-à-dire que quand il y a des dérives, il faut sanctionner toutes les dérives. Parce que c'est ça qui fera qu'il n'y aura pas de récidive. Et il n'y aura pas de sentiment d'injustice. Le sentiment que beaucoup ont, c'est que s'il y a des dérives contre le pouvoir, elles peuvent être sanctionnées. Alors que s'il y a des dérives en faveur du pouvoir, ces dérives, on ferme les yeux. Ouais, parce que ces dérives viennent de tous bords. Hein? Oui, ça vient de tous bords. Absolument. Donc, si on doit, comme on dit, assainir, et il faut assainir, il faut le faire sans état d'âme, et c'est le rôle du président de la République et des institutions de l'État. Mais le drame, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les institutions, en tout cas la majorité de la population, a le sentiment que cela ne se fait pas de manière équitable. Et la question qu'on se pose, et qui est du reste légitime, c'est quelle sera la ligne de démarcation, la frontière entre la régulation et la censure? Je pense que nous n'avons pas besoin de censure. La censure doit relever de l'éthique et du respect des valeurs qui fondent notre société. Et ça, si on éduque les gens, c'est pourquoi j'insiste toujours sur ces piliers de l'éducation. Si les gens sont éduqués, c'est eux-mêmes qui se censurent. Vous voyez, sur certaines questions qui sont des questions de société importantes et sur lesquelles on risque de choquer telle ou telle partie de la population. Par contre, quand il y a de la diffamation, parce qu'il y a pas mal de diffamation dans les réseaux sociaux, ce que les Wolofs disent sauce, il y en a beaucoup. Quand il y a des injures, etc., je pense qu'il faut sévir. Il faut sévir, mais sévir de manière équitable, une soi-disant justice qui ne voit d'un côté, évidemment, elle est vouée à l'échec. L'autre aspect, c'est aussi, parce que quand on parle des réseaux sociaux, je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut parler des médias d'État. Il faut parler de la radio, de la télévision sénégalaise. Il faut que ces médias d'État soient aussi des médias ouverts où toutes les opinions s'expriment. Il faut qu'à la télévision soient invités des hommes et des femmes de l'opposition, de la société civile, de tous les courants de pensée. On ne peut pas, la radio, la télé ne sont pas des propriétés privées de celui qui détient le pouvoir. C'est vrai que c'est depuis 1960, ça fonctionne comme ça. Il y a eu quelques moments où il y a eu quelques petites lueurs, mais ça s'est vite refermé. Je pense qu'il faut, à l'instar des médias du privé, que les médias du public qui appartiennent aux citoyennes et aux citoyens soient ouverts à tout le monde. Cela aussi va faire baisser ce sentiment de frustration de ne pas accéder à quelque chose dont on a le droit. La problématique du troisième mandat, est-ce une question qui vous parle? Elle me parle du point de vue de ce que je suis, c'est-à-dire sénégalais, africain. Elle me parle. Parce que elle est la parole de Monsieur le Président de la République en face des Sénégalaises et des Sénégalais à la recherche d'un deuxième mandat. Et Monsieur le Président de la République a dit publiquement aux Sénégalaises et aux Sénégalais, ce mandat que je cherche,
est mon dernier mandat. Et il l'a écrit aussi dans son livre. Et l'Afrique sahélienne, le musulman que je suis, comme le chrétien, la parole donnée est sacrée. Au commencement était la parole, était le verbe. Exactement. Exactement. Et la parole est sacrée et il est fondamental. Et c'est pourquoi moi je dis, mon espoir, c'est qu'au-delà des remue qu'on entend, des discours que nous entendons, qui sont des discours habituels toujours, quand un président arrive à la fin de son mandat, qu'on lui dise il faut vous représenter, parce que ces personnes que j'appelle des laudateurs agissent de cette manière-là, que le président de la République sache, en tant qu'Africain, en tant qu'enfant sénégalais, qui a grandi, qui a été éduqué dans cette culture, que Gortia Wahdia, c'est fondamental, et que si jamais il prenait le risque de suivre ceux qui l'appellent à renier sa parole, en réalité, c'est toute l'éthique qui fonde les relations entre un chef et ceux qu'il gouverne qui va se rompre. Est-ce qu'en quelque sorte, vous vous reconnaissez dans ce combat de cette dizaine d'organisations de la société civile qui a mis sur pied troisième mandat, Jamm moo gën troisième mandat? Je pense que le slogan est très positif. Parce que Jamm, la paix, rien ne peut se faire sans Jamm. Moi je dis, j'ai 3 piliers dans le développement, c'est la paix, le patriotisme et le progrès. Parce que ces 3 choses fondent le développement. De la même façon, le ngor, le kham-kham et le djering. Quand vous avez... Et ça ne peut pas se faire sans la paix. Donc, elle est fondamentale. Je pense que c'est un appel de citoyennes et de citoyens qui anticipent ce qui peut se passer après. Et je pense que c'est un bon appel. Moi, en tout cas, je les soutiens et j'appelle à les soutenir dans cette entreprise. Mary Teuw Niane, candidat en 2024, vu de l'esprit ou bien dans l'ordre possible des choses, au vu de cette sorte de profession de foi que vous venez de nous faire sur ce plateau? Vous savez, je suis musulman et Dieu nous dit que le pouvoir, c'est lui qui le donne à qui il veut. Donc, c'est comme Pierre-Édouard Faye peut, peut-être février 2024, être président de la République. Nous, ce que nous faisons aujourd'hui, ce qui est vraiment notre préoccupation, comme je dis, c'est le Sénégal, faire en sorte que les débats d'idées autour des questions vraiment d'intérêt national soient sur le plateau et que les gens puissent discuter de manière sereine et que les arguments sortent et que nos savants, nos scientifiques sortent enfin des bureaux et des laboratoires, soient dans les plateaux pour aider le pays à comprendre. Si nous y arrivons, on a déjà gagné une première bataille. Merci beaucoup, professeur Mary Teuw Niane, ancien ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ancien PCA de Petrosen Holding, professeur titulaire de classe exceptionnelle, ancien recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bien. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce numéro de Opinion. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.